On a donc beaucoup voyagé à travers ces quatre présentations. On a évidemment voyagé dans la langue avec, pour moi, ce sentiment très fort que tous ces mots finalement que nous partageons, ils se sont sédimentés, ils viennent de l'histoire finalement, leur variation même est portée par cette histoire et par ses particularités. Et en même temps, il y a toujours une certaine vivacité qui fait que de nouveaux mots apparaissent. On a vu beaucoup de mots chez Boris Vian dont très peu sont utilisés. Et je pense que partout, il y a plein de mots qui apparaissent, qui apparaissent. Je me rappelle quand j'étais au Cameroun, c'était la Coupe du Monde. Il y avait Zidane qui avait donné un coup de boule à je sais plus qui. Et c'était la finale de la Coupe du Monde. À ce moment-là, à Yaoundé, les gens disaient je vais te zidaner. Mais c'est pas resté longtemps. Ce mot n'est pas resté longtemps. Donc on voit qu'il y a des efforts de création qui prennent pas, qui disparaissent. Voilà. Et je rappellerai que ta question du début, est-ce qu'on pourrait avoir une académie des sciences des francophonies? Non, mais toi, tu ne réponds pas. Je vais passer la parole à la salle. Sur cette question, mais sur d'autres, je vous propose de prendre quelques questions. Alors, je vais faire le porte. Non, tu t'en charges? Manu, qui est un de nos doctorants, qui vient de Yaoundé aussi d'ailleurs, va passer le micro. Commence. On peut-être deux, trois questions et puis ensuite on partage les réponses avec la table. Oui. Oui. Moi, j'avais une première remarque et souvent de questions aussi. C'est la partie sur le patrimoine m'a beaucoup intéressé. En linguistique, il y a beaucoup de réflexions sur la revitalisation, sur la préoccupation de personnes qui ont reçu la visite de linguistes, qui ont écrit des dictionnaires et qui ont disparu ensuite, qui n'ont jamais rien rendu à la communauté, pour lesquels il n'y a pas eu de participation du tout il y a 20, 30 ans. Et du coup, c'est les locuteurs qui viennent les revoir et qui cherchent à transformer ça. Et du coup, il y avait la question de qu'est-ce qu'on fait d'outils passés pour les réemployer au sein d'une communauté. Et il y a un peu deux dynamiques différentes, celle de transformer ça en patrimoine, donc de patrimonialiser un objet fini, et celui de revitaliser et de remettre la langue en usage par l'objet, par l'outil. Et c'est en lien avec du coup les notions de dynamisme de la langue, vitalité de la langue, qui sont des questions qui préoccupent beaucoup l'UNESCO, qui a fait des cartes des langues sur la vitalité des langues. Et du coup, j'ai trouvé ça très intéressant, la présentation, et sur le constat d'un manque de lien entre les lexicographes et les didacticiens, et en fait, un manque de lien, en tout cas, manque de projet commun, parce qu'il y a des liens, évidemment, c'est des outils passent de l'un à l'autre, d'une discipline à une autre, et surtout, il y a une absence de capacitation des personnes en linguistique on appelle un peu sauvagement des linguistes naturels, des personnes qui ont une connaissance savante de leur propre langue sans avoir été formées. Et c'est des personnes qui peuvent être vecteurs de transmission de la langue et en fait qui peuvent utiliser ces outils-là, mais qu'on intègre rarement dans les processus de création et qui du coup peuvent parfois pas utiliser ces outils parce qu'ils n'ont pas été pris en compte au moment de la conception. Et du coup, je ne sais pas encore comment on pourrait résoudre ces problèmes-là, et je ne connais pas la situation africaine, puisque je travaille plutôt en Amérique du Sud. Mais je trouve ça très intéressant de réfléchir aux liens qu'on peut faire entre les deux travaux dont vous avez parlé et la réalité actuelle. Après, la question à laquelle je voulais aller, donc je vous laisserai répondre sur ce premier point, c'est sur la question de l'académie, où j'ai trouvé très intéressant la proposition, mais ce qui m'étonne toujours, c'est le besoin de vouloir une norme, considérant que la langue la plus véhiculaire actuellement dans le monde, l'anglais, n'a pas d'académie. Et les États-Unis s'en tirent très bien depuis très longtemps sans académie. Et c'est un choix politique. Il n'y a pas de langue officielle aux États-Unis et pas d'organe de normalisation, ce qui fait une dialectalisation de la langue, évidemment. Mais il y a un ensemble de médias qui permettent la stabilité de la langue et un souhait politique de ne pas la normaliser. Alors, ce qui pose des questions, et je ne dis pas que c'est mieux, je me demande juste par rapport à ça, quel est votre raisonnement qui vous amène à considérer que la norme
pour qu'une norme en Afrique soit une réponse souhaitable face à la norme proposée par la France. Je ne sais pas si mes questions... Oui, c'est clair. Deux autres questions, oui. Oui, alors bonjour. Je travaille à l'Institut la francophonie. C'est Tian Fan. C'est vraiment un constat parce que je trouve que les Québécois, ils arrivent à imposer leur lexicologie. Je crois que c'est ça. Il y a plusieurs mots québécois qui ont été acceptés par l'Académie française, coréenne par exemple. Alors, comment ils ont fait? Est-ce que je remarque qu'il y a un certain dynamisme québécois linguistique. En fait, je viens de chercher sur Google, je vois ils ont une office québécoise de la langue française. Vous voyez, c'est une instance de normes, en fait, hein, sur la langue française. Et je me demande aussi, c'est le lien entre cet office avec l'Académie française. Alors, là, je viens de citer juste un mot, mais il y a encore d'autres, hein, d'autres mots québécois qui ont été et qui vont être introduits tôt ou tard en France. Comme par exemple, au lieu de tchatcher, on va dire bravardé, par exemple, quelque chose comme ça. Voilà. Vous voyez, je ne sais pas si vous m'entendez, oui. Oui, je peux donner une petite réponse, mais je ne pense pas qu'elle soit complète. On oublie souvent le côté historique des choses, c'est-à-dire qu'en fait, le mot qu'on dit québécois, il est parfois originaire de nos régions de France, auquel cas il est en quelque sorte... On essaye de rassembler les réponses. Ah d'accord. Parce qu'on n'a pas répondu aux questions précédentes. D'accord, excuse-moi. Et ceci dit, il y a Jean-François Baldi qui dira peut-être un petit mot là-dessus, puisqu'il y a... donc la DGLF-LF est en contact avec l'Office québécois de la langue française et des autres organismes, mais on passera la parole après. Donc il y a une autre question. Oui, alors aussi. Davantage qu'une question, c'est une remarque. D'abord, merci pour ces conférences remarquables. J'ai beaucoup apprécié le lien entre la didactique, le fait que vous travaillez sur un ouvrage pour enfants, et qu'en même temps vous soyez lexicographe, c'est quelque chose de très pertinent et qui, à mon avis, s'est perdu au moment du structuralisme de temps en temps en France. Mais rappelons quand même que Pierre Larousse est d'abord instituteur, ensuite écrit la lexicologie des écoles, puis un petit dictionnaire, et enfin donne le grand dictionnaire. Donc c'est une très bonne démarche que de ne jamais oublier qu'un dictionnaire, c'est un ouvrage didactique et c'est pas nécessairement un corpus de linguistes. Alors là, je suis pas d'accord avec toi concernant donc la norme et le fait qu'aux États-Unis il n'y a pas de norme, etc. Non, en France non plus, on se trompe complètement. Le dictionnaire de l'Académie ne cesse de dire, dans sa préface, ne cesse de le répéter. Nous enregistrons l'usage, certes, nous préférons le bon usage, mais nous n'énonçons pas de loi. Chaque fois que l'État leur a demandé de faire une règle, de la mettre en place, ils l'ont refusé. Et donc, c'est juste une description subjective de l'usage, du bon usage. Et ce qu'il faut toujours avoir en tête aussi, c'est que les dictionnaires, dans le fond, c'est nous qui en faisons une norme. Mais personne n'a demandé à Pierre Larousse de faire un dictionnaire. Personne. C'est lui qui, un jour, s'est dit, eh bien voilà, je vais faire quelque chose d'utile et je vais décrire la langue. Mais il n'y a aucune autorité au-dessus qui lui a demandé. Paul Robert, qui avait un talent aussi vraiment de quelqu'un qui s'exprimait bien, il est pied noir, il est en Algérie, il n'a apparemment aucune légitimité pour faire un dictionnaire, il n'est pas linguiste, et il se dit, je vais écrire un ouvrage qui aujourd'hui fait référence, et Dieu sait quand même qu'il a eu un talent de description pour la langue qui est remarquable. Donc c'est nous qui faisons des dictionnaires une norme parce qu'on en sent le besoin, mais au départ, ce sont des œuvres individuelles, et même l'Académie ne se considère pas comme autre chose que d'écrire l'usage. L'usage, notre maître, disait Druon. Voilà, c'était juste une... Oui, je suis tout à fait d'accord. J'ai une dernière question, peut-être très rapide et un peu technique. Je voulais juste savoir ce qu'était devenu l'IFA, tous ces travaux des années 80. Est-ce que, ces inventaires, et notamment l'inventaire des particularités d'Afrique, est-ce qu'il existe sous forme numérisée? Est-ce qu'il existe sur Internet? Est-ce qu'il a été versé dans une autre base?
Est-ce qu'il serait intéressant de le récupérer? Est-ce qu'il est passé en partie dans la BDLP, etc. Enfin, je voulais savoir où était ce corpus en fait au jour d'aujourd'hui, et notamment en termes informatiques, quoi. Ok. On va répondre d'abord à cette salle de questions. Ensuite, on vous passe la parole en premier, et puis Jean-François, peut-être, on t'interrogera peut-être sur les réponses. Allez. Jean, peut-être. Pour la jeunesse d'abord. Ça, c'est l'Afrique. Bien. En ce qui concerne les problèmes de normes, en fait, l'Afrique ne ressent pas absolument le besoin de recourir à la France pour normaliser. Elle peut très bien le faire, mais elle a conscience du fait que le français est une langue partagée. Et elle ne souhaite pas effectivement, du fait d'une effervescence dans la création, parce que dans tous ces parlers en français, il y a bien l'influence des nouveaux parlers cryptés, comme le Nuchi, comme le Cam franglais, qui ne sont pas en fait des langues, parce qu'il n'y a pas de locuteur natif du Cam franglais, du Nuchi. C'est des créations spontanées en milieu jeune, pour une communication entre jeunes, de manière à ce que les parents ne soient pas totalement informés. Donc, il y a un souci que l'intercompréhension soit rompue dans l'espace francophone. C'est qu'il y a peut-être le mot norme est dans un emploi un peu abusif. Il ne s'agit pas de norme en tant que tel, mais d'un usage qui serait consensuellement arrêté. Disons des paliers, des échelles d'acceptabilité. Et ces échelles d'acceptabilité ne seraient pas dictées par exemple par la France, mais feraient un commun accord dans l'espace francophone. C'est pour ça que nous parlions d'une académie de la francophonie. Et dans la francophonie, il y a la France, bien sûr, mais en tant que membre. Mais il y a bien d'autres pays également. L'Office de la langue française au Québec, au Canada, effectivement, son office, en fait, qui permet d'accepter ou d'intégrer certains mots, plus exactement, des mots qui viennent de l'anglais qui sont traduits. C'est un office de terminologie qui permet en fait d'accepter certaines terminologies, certains termes nouveaux qui entrent dans le cadre d'un français québécois et qui sont naturellement des termes venant de la technologie ou des sciences. Donc ce n'est pas tout à fait de la norme au sens où on l'entendait en tant qu'échelle d'usage. Oui, je pense, M. Prévost l'a bien dit, nous sommes tout à fait d'accord. C'est un palier d'acceptabilité. Qu'est devenu l'IFA? Eh bien, après ma mission, dont les résultats ont été négatifs, puisque politiquement, les politiques africaines n'ont pas accepté, les données de l'IFA sont actuellement, je pense, au laboratoire des langues anciennes de l'Université de Liège, c'est là qu'est la base de ces données. Et du coup, les données ont fait l'objet d'exploitations diverses dans pas mal de réalisations dictionnériques, chaque maison y allant selon sa politique. D'autres également aussi en Afrique ont essayé dans leur territoire, dans leur État, de se donner des paliers d'acceptabilité que par rapport à ce qui est produit par l'IFA, nous allons, dans notre politique éducative, accepter tel ou tel type de mots comme faisant partie du patrimoine français. Nous l'intégrons en tant que langue française, langue seconde. Donc voilà, il n'y a pas un destin arrêté pour l'IFA. C'est une donnée qui est offerte en fonction de chaque
chaque utilisateur. Voilà. Moussa, peut-être Oui, je vais ajouter juste un petit mot, là où il a conclu. La notion de français langue seconde. Oui. Et c'est là où nous sommes au cœur d'une problématique intéressante dans l'utilisation du français. Quand au Sénégal, un maître corrige une rédaction et que l'enfant, parlant de deux personnes qui se battent, il dit le chef de village porte son pantalon bouffant, vient et les arrange. Le maître a des difficultés à corriger. Il biffe arrange parce qu'il ne comprend pas ce que signifie arrange. Parce qu'en français, on ne dit pas arrange parce qu'il y a une bagarre, on ne dit pas arrange. Quel est le terme qu'il doit pouvoir utiliser? S'il ne sait pas que dans l'usage social, le mot arranger remplace valablement le mot réconcilier. Régler une situation est beaucoup plus acceptable du point de vue de sa composition et de son acceptation que le mot réconcilier. Donc il y a là tout un travail à faire. Quand on dit que le français est langue seconde, cela veut dire que le français prend la coloration du milieu et il faudrait que les enseignants puissent en être informés. Malheureusement, le travail n'est pas suffisamment fait. Mais cet ouvrage permet aux enseignants à chaque fois de pouvoir se repérer, quitte à proposer la forme acceptée dans l'autre dictionnaire pour dire voilà comment on pourrait le dire si vous parlez des autres. Mais comme nous sommes là, je suis très ensuqué et c'est pour ça que je vais m'arrêter. D'accord. Merci de nous avoir susurré ces quelques mots. Merci Guy Lavorel. Oui, je vais compléter un petit peu ce que je disais. Oui, il y a beaucoup de mots effectivement québécois qui sont originaires du Poitou, Normandie, de Bretagne. Donc on les accepte volontiers. Bon, deuxièmement, je crois que ce qui est intéressant, c'est que ce qu'avait voulu le recteur Guillou, c'était créer un dictionnaire du monde francophone. Et on voit bien que quand il a voulu le faire, ça n'existait pas trop dans le dictionnaire habituel d'avoir des mots québécois ou d'autres pays. Donc maintenant, c'est devenu beaucoup plus courant, et tous les dictionnaires le font désormais, de mettre des mots qui sont... Je dirais, on est passé d'un dictionnaire du français à un dictionnaire de francophonie, d'une certaine manière, mais pas encore, à mon avis, au point où on veut le faire dans notre dictionnaire. Je suis d'accord, hein, l'appellation Académie des sciences d'outre-mer, elle avait été déjà, par nous, académiciens, discutée, hein, je peux en être témoin, parce que c'est vrai que mais bon, on ne change pas facilement quelque chose qui est en quelque sorte établi. Néanmoins, ce n'est pas une mauvaise idée. Quant à la terminologie dictionnaire, je peux vous dire que ça a été au moins 1 heure de discussion à l'Académie pour savoir si on appelait ça dictionnaire ou pas. Moi, je n'étais pas forcément pour le terme dictionnaire. Mais bon, la majorité, c'était clair. Moi, je pensais plus vers lexique ou des choses comme ça, mais on m'a dit un lexique, ça fait moche, c'est pas assez noble, il faut quand même aller un peu plus haut. Vous n'avez pas essayé dictionary? Ah non, alors ça, hors de question. Voilà. Ok. Alison moi, tout ça me rappelle, parce qu'on parle plusieurs fois du dictionnaire de la francophonie de Michel Guilloux, que quand j'étais en poste à Hanoï, j'ai découvert dans la cave qu'il y avait 1 tonne ou 2 tonnes de dictionnaires qui n'avaient jamais été distribués parce qu'ils étaient censurés par le gouvernement vietnamien. Et donc on n'avait pas eu le droit de les distribuer. Oui, sur les termes géographiques, parce qu'il y avait une partie géographie, et la mer de Chine, il y avait mer de Chine, et c'était... et pour voilà, tout ça est etc. dans la nouvelle édition. Et tout ça, et donc on les a clonés. Oui, c'est ça. Oui. Donc on passe la parole au jeune homme là, et Jean-François, on essaiera de ne pas censurer la DGLF-LF. Un effort. Hein. Merci infiniment, Monsieur le Président, de me passer la parole, et merci également à tous les intervenants
pour leurs exposés qui étaient d'une saveur agréable et exquise. Nous allons poser 2 questions au professeur Jean Tabimanga et 2 autres questions au professeur Daf. Au professeur Tabimanga, en nous relatant vos rencontres avec plusieurs chefs de gouvernement, vous nous avez fait part de leur faible enthousiasme pour ce qu'ils considéraient comme un chevauchement normatif dangereux. Partant de là, peut-on penser les projets de lexicographie différentielle comme des atteintes au purisme normatif et donc un facteur de dispersion, voire d'effritement de la langue française? Et deuxième question, à l'heure où le français semble en compétition avec l'anglais sur la scène internationale, la tendance à l'éparpillement normatif peut-elle constituer pour lui un facteur d'affaiblissement et de décrochage? Et au professeur Daf, vous nous avez parlé du français comme espace de cohabitation, de rencontre. Est-il donc plus correct aujourd'hui de parler des langues françaises et non de la langue française, comme l'on parle aujourd'hui des francophonies avec S, francophonie avec S, voilà. Et dernière question, vous avez évoqué les enjeux hégémoniques, différenciés, entre d'une part la fécondation du français par l'anglais et d'autre part la fécondation du français par le français, les francophonies africaines. Est-ce que ce phénomène hégémonico-linguistique n'est pas lié ou n'est pas relié à la puissance politique, économique et culturelle de l'anglais aujourd'hui et avec en filigrane le soft power américain dans le monde? Merci. J'ai oublié de me présenter, je suis Daniel Billet, doctorant à Lyon 3. Bien, des questions qui sont très précises et très orientées. Avant d'y répondre, peut-être qu'on laisse quand même la DGLF-LF s'exprimer. Je te remercie Olivier pour ta mansuétude. Non, je voulais juste, comme tu m'y as invité, peut-être apporter un petit complément, madame, à votre observation très pertinente, un complément qui est un peu banal, effectivement. C'est vrai que nous, en tout cas, à la DGLF-LF, on travaille beaucoup avec l'organisation très structurée de politique de la langue au Québec, parce qu'il y a un office québécois de la langue française, il y a un secrétariat à la politique linguistique qui est politique, il y a un office québécois de langue française qui est effectivement très administratif, il y a 200 agents en fait, et il y a un conseil de la langue française qui est plutôt un organisme effectivement de réflexion et d'observation, donc il y a une structuration très sophistiquée de la politique du français, avec une très grande, effectivement, un très grand dynamisme néologique, bien plus grand que le nôtre à la DGLF, notamment sur tous ces vocabulaires de spécialité. Mais pourquoi il y a plus de dynamisme? Parce qu'il y a un cadre légal extrêmement plus contraignant qu'en France, puisque pourquoi est-ce que l'OQLF, effectivement, pourquoi il y a 200 ou 250 agents? Parce qu'ils vont vérifier dans les entreprises, il y a ce qu'on appelle la francisation des entreprises, si on communique bien en français dans les entreprises, si les logiciels sont bien en langue française, etc. Donc, comme l'emploi du français est encore plus garanti par les textes, il faut avoir une langue encore plus en bonne santé, comme je le disais. Donc, ce qui peut se comprendre dans un îlot de 6 ou 7 millions de francophones, donc au milieu de 300 millions d'anglophones. Nous, en tout cas, effectivement, l'Office québécois de la langue française est un partenaire très régulier, vrai partenaire de travail, bien sûr, oui. Parce que finalement, nos deux situations au plan légal sont finalement assez proches, avec deux cadres légaux qui sont assez voisins, mais encore plus contraignants, effectivement, au Québec, pour la raison que j'indique. Et vous avez cité, effectivement, le terme courriel, que nous avons repris dans notre dispositif, puisque email, alors à un moment, il y avait l'horrible mail, M-E accent aigu L, mais on ne dit pas j'envoie un mail,
c'est ridicule. Donc on a repris le très joli courriel qui commence un petit peu finalement à s'implanter, parce que c'est très joli d'abord. Et puis on voit dans la presse, dans les études d'implantation qui sont faites, ça marche assez bien. Voilà. Merci à vous en tout cas pour cette observation. Il y a Thierry Ozer. Non, c'est juste pour faire la suite par rapport aux Québécois qui effectivement pondent régulièrement de nouveaux mots. Parallèlement, je trouve qu'il y a ce qu'on dit moins, c'est qu'au Québec aujourd'hui, suite à la loi 101, c'est ce dont faisait référence Jean-François Baldi, la jeunesse québécoise parle de plus en plus un français traduit de l'anglais, enfin sans s'en rendre compte. Par exemple, je le dis souvent parce que c'est une vérité. Alors, ils ont des inspecteurs qui vont dans les entreprises, enfin, etc. Et quand vous êtes chez des amis québécois qui ont des jeunes enfants, quand ils se lèvent le matin, ils disent « bon matin ». Alors je dis « mais parle-moi français ». Il me dit « mais je te parle français, tu vois bien, bon matin, c'est français ». Je dis « oui, mais en fait, on peut aussi dire bonjour ». Il me dit « mais bon, c'est pareil ». Je dis « oui, mais là, tu me traduis bonjour en anglais ». Tu traduis en français, c'est bon matin, c'est good morning. Hein, il me dit, mais non, pas du tout, pas du tout. Alors vous voyez, ce qui est le paradoxe dans cette histoire de la mondialisation que je trouve extraordinaire, c'est la loi 101, le Québec a beaucoup lutté et lutte encore dans les entreprises, etc. Et au quotidien, je dirais, dans ce qui m'intéresse, c'est-à-dire les citoyens, il y a une nouvelle langue française qui est en route et qui est une traduction de l'anglais pour parler le français parce qu'on leur a imposé. Le citoyen trouve toujours des contournements à ça, et ça c'est très important. On n'en parle jamais. Et quand vous parlez de ça aux Québécois qui sont dans la politique linguistique, alors ils s'énervent, voilà, parce qu'ils ne supportent pas, mais c'est inévitable. Et en tout cas, c'est pour moi, dans l'avenir de la francophonie, quelque chose qui est inévitable. Comme on l'entendait pour notre ami sénégalais, vous avez un bonjour d'Aboumbo là, qui vient de m'envoyer un petit message. C'est incontournable aussi cette introduction d'une terminologie qui viendra d'un certain nombre de pays de l'Afrique dans cette langue de notre quotidien ici, parce que le nombre de locuteurs africains va augmenter considérablement et que ça sera été inévitable pour nous de s'apprivoiser des terminologies comme... Alors courriel, parce que ça nous est imposé et que c'est plutôt joli, mais là, dans un langage courant, on viendra à parler, à mon avis... Langadef. Mais oui, je pense. Et Sanskrit, par exemple, qui a mis un temps énorme à rentrer dans le dictionnaire, pour moi, est une évidence. Je veux dire, vous allez à la boulangerie, vous allez à l'Sanskrit. C'est quoi? C'est station-service, ça ne veut rien dire du tout. Je veux dire, voilà, c'est une évidence. Et à un moment donné, il faudrait rentrer dans cette évidence-là d'un service à une langue vivante, courante, et qui, comme je dis souvent, est sexy. Hein, pour reprendre Boris Vian. Oui. Bon. Une question. Alors, en fait, il faudrait qu'on s'arrête et qu'on laisse la parole donc, Manu, tu discuteras tout à l'heure, à la fin. Je vous laisse la parole pour répondre à ces questions ou ces commentaires. Oui. De manière un peu rapide. Non, mais c'est très simple. Hein. Il faut savoir que nous avons beau relever des choses, essayer de dire qu'on va normaliser, mais c'est l'usage qui va gouverner notre façon de faire, notre façon de dire, et c'est cela qui détermine la sève de la langue. Il y aura des réticences parce que nous ne sommes pas habitués à cela, mais à force d'usage, on reviendra pour normaliser un certain nombre de choses. Donc c'est l'usage qui normalise notre façon de parler, et c'est vrai, il y a toujours des enjeux hégémoniques entre les langues, parce que c'est lié aux représentations, c'est lié aussi aux différents paliers que nous donnons à la langue, parce qu'on a appris dans la langue à avoir un usage ultra-normatif et un usage courant, ordinaire, terre à terre. Ça, c'est notre formation qui nous le donne, mais quand on est dans la société, on est obligé de prendre la langue de la société. Le parent va s'adapter à l'usage de ses enfants parce qu'il est obligé de faire une communication sociale et en famille. Le maître est obligé de s'adapter, mais tout en cherchant, voilà ce qui est dit là-bas, mais voilà ce que l'institution me demande de faire et doit pouvoir jongler entre les deux. Donc, mettons à la disposition de tous les
enseignants ou tous les locuteurs francophones les possibles de la langue française que nous ne saurons jamais épuiser. Oui. Concernant la question de M. Bullet, il faut dire que les chefs de gouvernement que j'ai eu à rencontrer ne se sont pas opposés aux études descriptives. Mais ce qui leur faisait problème, c'était la destination de ces travaux. Ils ne souhaitaient pas que cela soit immédiatement senti comme des ouvrages, comme des résultats de recherche qui devaient être sentis comme une nouvelle norme dans l'usage du français. Mais il est évident, comme le dit Moussa, je suis tout à fait d'accord, que ce qui est exposé, ce sont les différents niveaux ou des strates de parler. Donc à la société à régler elle-même les différentes strates communes, ou ce qu'on appellerait la langue mésolectale. Est-ce qu'il faudrait craindre une sorte d'affaiblissement du français? Il faut dire que, parlant ici du français en Afrique, à partir uniquement du lexique, c'est un point de vue. Mais le lexique ne peut pas, à lui tout seul, déterminer le destin d'un pays, parce que les mots ont beau changer, nous remarquons que dans l'usage, ce qui est stable, c'est la syntaxe et la morphosyntaxe qui est stable. Les mots peuvent changer, venir et évoluer, mais tant que le socle syntaxique n'est pas substantiellement modifié, nous avons structurellement la même langue. Donc, de même qu'il y a un Nigerian English, de même qu'il y a un Ghanaian English, il est toujours ce Nigerian English, Ghanaian English, est toujours compréhensible parce qu'il s'agit d'une même structure syntaxique qui est ici abordée au-delà des inventions, des innovations d'ordre terminologique ou lexical. Bien. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on s'arrête là et qu'on passe à la deuxième table ronde. Un grand merci à nos intervenants qui ont bien parlé avec des bons mots de la langue française. Merci beaucoup.